bienvenue dans un nouvel épisode de Spé comme spécialiste. Je suis Olivier Dadjeu, votre hôte, et je suis accompagné du coach Fabrice Couteau, mon co-hôte. Et aujourd'hui, nous allons plonger dans l'art de jongler avec le temps et l'énergie pour un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, n'est-ce pas? En tant qu'entrepreneur, nous recherchons cet équilibre optimal-là et nous aurons l'occasion aujourd'hui de partager un peu nos points de vue, nos petites astuces, nos idées et surtout les conseils reçus des entrepreneurs qui s'en sortent mieux avec cette question d'équilibre entre la vie privée, la vie personnelle et la vie professionnelle. C'est important, n'est-ce pas? Alors, bonjour et bienvenue, coach Fabrice. Bonjour, coach Olivier. Bonjour à tous nos auditeurs. Soyez les bienvenus également. D'accord. C'est un plaisir renouvelé pour nous de vous avoir ici ce matin et on va passer de bons moments, de moments agréables ensemble. Alors, vous savez, en tant qu'entrepreneur, globalement, on est souvent pris dans une course contre la montre, n'est-ce pas? Parce que malheureusement, on essaie de jongler plusieurs casquettes, on essaie de faire le maximum avec un minimum de temps. Ce n'est pas toujours évident, n'est-ce pas? Mais est-ce que c'est la bonne façon de procéder? C'est la question qu'on peut souvent se poser quand on regarde nos résultats en fin de journée. Alors ensemble, nous allons explorer des stratégies pour prendre le contrôle de notre agenda et surtout revitaliser véritablement notre quotidien. L'objectif, c'est d'être plus productif, n'est-ce pas? Mais en même temps, en gardant l'équilibre comme quelqu'un qui essaie de nager entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Donc, nous allons au cours de cet épisode partager des astuces, des outils et peut-être des habitudes qui peuvent transformer votre routine quotidienne en un modèle d'efficacité et de satisfaction. Que vous soyez au début, au milieu ou peut-être plus avancé dans votre carrière entrepreneuriale, je pense que vous allez forcément vous retrouver parce que nous avons tous ces problématiques-là au quotidien. Rester davantage productif à la maison et au travail. Donc voilà, globalement. Alors, nous allons entamer avec le premier point. Le premier point qui nous aidera vraiment à comprendre la question de l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, n'est-ce pas? On pense que si on est un véritable leader, on souhaite l'être au niveau de sa famille, mais on souhaite également l'être au niveau de son travail. Alors, je parlerai à Fabrice maintenant. Pour toi, comment est-ce que tu vois cette notion d'équilibre vie privée, vie professionnelle? Pour toi, à quoi est-ce que ça renvoie, cet équilibre-là? Qui, pour beaucoup de personnes, ont des définitions totalement différentes. Ça représente quoi pour toi, cet équilibre vie privée? Ou alors, certains parlent de vie privée, vie professionnelle, d'autres parlent de vie personnelle et vie professionnelle. Ça représente quoi pour toi, Fabrice? Pour moi, l'équilibre vie professionnelle, vie perso, c'est vraiment la capacité à accorder le temps qu'il faut à l'aspect professionnel et aussi le temps qu'il faut à l'aspect personnel. Pour illustrer cela, je vais dire par exemple que, je vais citer un verset biblique qui dit que chaque chose en son temps. Et donc pour moi, ça signifie en fait qu'il faut être capable dans sa vie de définir un temps pour travailler, un temps pour s'occuper de sa famille. De façon simple, c'est ce que je peux dire. Voilà. Oui. Alors, d'accord. Ça, on comprend. Donc, on comprend globalement les deux notions. Il faut consacrer le temps qu'il faut. Et ça, j'ai bien aimé cette façon dont tu as abordé le problème. Il faut consacrer le temps qu'il faut à son travail. Il faut consacrer le temps qu'il faut à sa vie de famille, n'est-ce pas? Et c'est justement ce qui nous amène à voir les challenges. Les challenges viennent justement de cette difficulté à pouvoir jongler et pouvoir arbitrer entre ces différents domaines qui sont essentiels tous les deux. Alors, comment est-ce qu'on arrive à chevaucher les responsabilités familiales et les responsabilités professionnelles? Voilà, c'est simple, n'est-ce pas? On comprend le concept de manière assez simple. On souhaite donner le temps qu'il faut et on souhaite donner le temps qu'il faut à la maison, on souhaite donner le temps qu'il faut au travail. Mais comment on fait au quotidien quand on sait qu'on n'a que 24 heures dans la journée et on a une épouse à la maison qui nous attend, on a des enfants qui nous attendent, on a en même temps une famille professionnelle qui nous attend, on a des employés qui sont notre deuxième famille qui nous attend. Comment on fait pour arriver à rester suffisamment productif et surtout en allant vers le haut? Et j'aimerais que tu me dises un peu, à ton avis, quand on a un équilibre, quels sont les bénéfices? Et quand on n'a pas l'équilibre, quels sont les dangers, quelles sont les conséquences de ne pas avoir cet équilibre-là? À ton avis? Peut-être que je reviendrai aussi sur moi, c'est ma perspective de la question. Très bien, très bien. Merci, coach Olivier. Mon avis, justement, quand on a l'équilibre, ça se manifeste par une certaine productivité,
du bien-être déjà aussi pour l'entrepreneur en question. Ça se manifeste par de l'efficacité. Voilà. Bon, maintenant, comment avoir cet équilibre-là? De mon côté, bah, ça passe forcément par une organisation et une priorisation. Voilà. Donc, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident, mais il faut quand même essayer de prioriser au maximum. Il y a, on se focalise potentiellement sur les tâches à forte valeur ajoutée quand on est au boulot, parce qu'on ne peut pas forcément tout faire. On n'a que 24 heures. Tu l'as dit, le coach Olivier, on n'a que 24 heures. Donc, il faut savoir vraiment décomposer ce temps-là et aller à l'essentiel. Donc, pour moi, c'est vraiment de cette façon que j'essaie d'organiser, de structurer mon temps pour que ce soit le plus optimal possible. Et aussi, une autre chose aussi que je peux ajouter, c'est aussi à un moment donné d'être assez intentionnel dans sa démarche, surtout quand il y a beaucoup de charges de travail et que on sait que bon, on est dans une période de rush. Il faut quand même ne pas oublier qu'il y a d'autres choses derrière dont il faut s'occuper. Donc, être intentionnel pour dégager du temps pour l'aspect personnel. Globalement, voilà ce que je peux dire. Ok. Oui. Alors, avant que je continue, quand on ne le fait pas bien, c'est quoi les conséquences? Comment est-ce que ça impacte? Voilà, comment est-ce que ça nous impacte dans notre vie au quotidien? Justement, quand on ne le fait pas, il y a un déséquilibre qui naît. Il y a déjà une dégradation des relations personnelles, hein, parce que en général, ça impacte les proches. Donc, il peut aussi y avoir des risques de burn-out, là où justement un entrepreneur il est complètement HS et puis finalement tout tombe. Voilà. Donc pour moi, quand cet équilibre n'est pas mis en place, il y a tous ces risques-là qui sont balayés. Et aussi, un dernier point, c'est le manque de productivité, forcément, puisque l'entrepreneur ne va pas bien, donc du coup, il n'est pas efficace et il ne produit pas assez pour son travail. Voilà. Très bien. Alors, on a bien compris que voilà, quand on ne recherche pas à avoir cet équilibre-là, on ne gère pas de manière optimale, donc on n'est pas forcément, là tu l'as dit, on n'est pas forcément productif. Et d'ailleurs, on risque le burn-out, c'est ce que j'étais en point comme terme. Et ça tombe si bien parce que j'ai été à plusieurs formations de coaching de hauts dirigeants et j'avais fait une intervention sur la question de la productivité et justement le rôle et de l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Et après, j'avais deux intervenants de haute qualité. Je crois que les deux même d'ailleurs étaient des docteurs. Voilà. Et chacun d'eux a dit le point que tu viens de relever est un point extrêmement important. Le premier m'a dit, à l'époque, j'ai vu au Canada, et moi, j'étais employé, j'étais cadre supérieur, je gagnais bien ma vie, mais j'ai pensé que j'allais continuer mon aventure entrepreneuriale en devenant, mon aventure professionnelle en devenant entrepreneur. Comme la plupart d'entre vous qui nous regardent en ce moment. Vous voulez faire cette transition-là pour passer de votre emploi à entrepreneur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est mis à fond, il a commencé à travailler, il a bossé pendant de longs mois et tout. Et d'ailleurs, il est allé au-delà d'une année, 2 années, à mettre en place l'entreprise parfaite. Il a mis beaucoup d'efforts. Et il me dit, alors quand j'ai réussi, j'ai dit waouh, là maintenant le projet bébé commence à voir jour. Et donc voilà, il est fier de sa création. Et il se retourne, il dit, mais chérie, tu vois ce qu'on a pu faire? Et il dit, ouais, d'accord, tu l'as fait, mais je demande le divorce. Il dit, mais comment? Mais je me battais pour prendre un meilleur avenir. Il dit, wow. Mais je voulais mon mari à côté de moi. Je ne voulais pas un entrepreneur champion et tout. Donc, il y a ces risques-là. C'est très important de pouvoir le mentionner. Quand on commence, un entrepreneur, en réalité, il y va parce qu'il a une vision, parce qu'il est poussé, parce qu'il est passionné. Mais parfois, justement, on peut arriver à oublier la famille. Donc, ça, c'est un cas. Et on ne s'est pas arrêté là. Le deuxième intervenant a pris la parole et a donné une expérience exactement similaire. Quand il s'est retourné, son épouse également a demandé le divorce. C'est deux personnes qui vivaient, une en Occident et l'autre en Afrique. Mais ça s'est passé de la même façon. La transition de leur emploi vers leur carrière d'entrepreneur leur a coûté un mariage, leur a coûté une vie. Voilà, parce que parfois, vous savez, vous avez une épouse qui est vraiment votre soutien et malheureusement, vous la perdez. Je sentais de la nostalgie dans le cœur de chacune des deux personnes qui intervenaient. Ça veut dire qu'ils avaient perdu quelque chose d'extrêmement grand en pensant gagner quelque chose pour la famille. Et je dis, alors, donc c'est important de maintenir cela. Ce côté-là, ça touche la famille. Mais on a eu de nombreuses personnes également qui, malheureusement, ont pu laisser leur propre santé. Voilà, on laissait leur santé en allant accomplir cela parce qu'il fallait travailler
la 25e heure, on travaille très, très dur pour pouvoir lancer. On ne le fait pas de la meilleure des façons. Donc, on laisse sa propre santé. Et donc, quand on rentre à la maison, il ne reste que les résidus. La famille ne peut rien recevoir, ni la femme, ni les enfants ne peuvent rien recevoir. Et du coup, ça crée petit à petit un climat de tension avec les époux, ça crée un éloignement avec les enfants. Les enfants commencent à se déconnecter petit à petit, se rattachent à leur mère. Et demain, quand on dit divorce, la maman s'en va avec les enfants. Donc, on déstructure la famille, la relation avec sa conjointe, la relation avec les enfants, et petit à petit, la relation aussi avec ses amis, ses proches et la famille, n'est-ce pas? La famille élargie. Donc, il est vraiment important de savoir que rechercher cet équilibre-là est un gage de notre épanouissement. On souhaite rentrer à la maison, avoir le maximum d'énergie pour pouvoir revenir au travail avec les émotions et la recharge émotionnelle qu'on a reçue de la famille, être suffisamment productif, revenir fier de nous, et ainsi de suite. Donc voilà le planter le décor par rapport aux conséquences. Les conséquences sont graves sur la vie de couple, sur notre propre santé, sur la vie familiale et tout. Donc là, on a fait le tour sur cette première question. La deuxième question maintenant qu'on connaît le problème, maintenant qu'on comprend le problème et qu'on comprend les conséquences du problème, qu'est-ce qu'on peut commencer à faire pour aider ces personnes qui nous regardent et surtout ces personnes qui veulent engager cette traversée-là à mieux faire les choses? Donc, je voulais qu'on commence, Fabrice, en s'arrêtant un peu sur l'aspect priorisation. Tout à l'heure, tu en as parlé, mais de manière concrète, comment est-ce qu'on pourrait aider quelqu'un qui est en train d'engager son mariage à davantage prioriser, prioriser? Quelle est ton expérience par rapport à ça, par rapport à la priorisation? Ça tombe bien parce que tu es vraiment en plein dans cette transition-là. Comment est-ce que tu arrives à prioriser pour dire voilà ce que j'ai à faire pour être présent à la maison, voilà ce que j'ai à faire pour être présent au travail avec un équilibre optimal? Tout à fait. Donc, justement, en ce qui concerne la priorisation, au travail, justement, j'essaie d'être le plus organisé possible. Donc, quand je parle d'organisation, bon, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Il y a les outils, il y a la façon de traiter les informations. Et après aussi, il y a une sorte d'intentionnalité que je mets pour prioriser. C'est-à-dire que je me dis, je ne dois pas dépasser une certaine heure pour le travail. Donc, à partir de telle heure, je dois absolument être à la maison pour pouvoir m'occuper de ma famille et passer du temps avec eux. Donc, les priorités sont vraiment à ce niveau-là. De mon côté, c'est la structuration, l'organisation et aussi l'intentionnalité pour y mettre, pour me forcer à sortir du travail. Parce que comme tu l'as dit, hein, coach Olivier, au début, quand on se lance, surtout quand on est au début, on a besoin de beaucoup d'énergie, beaucoup de temps à accorder, à mettre sur son projet pour le voir décoller. Mais si ce projet, si on y met autant d'énergie et que à la fin, derrière, la famille aussi n'en bénéficie pas, alors que c'est pour elle, au final, qu'on le fait, c'est problématique. Donc, pour moi, voilà, c'est en termes de priorité, il y a cet aspect-là. D'accord. Alors, très, très bien. Je rebondis sur ce dernier élément. La matrice d'Eisenhower ou la matrice de Courbet. Moi, j'utilise davantage la matrice de Courbet qui prend les deux mêmes axes, mais les catégorise différemment. L'objectif le plus important, c'est de dire, est-ce que dans mon travail, je suis capable de distinguer clairement qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui est urgent. Voilà. Parce que parfois, on s'active énormément voilà, on est actif, on comprend voilà, le fait d'être suffisamment occupé au fait d'être productif. Donc ça, c'est totalement différent, n'est-ce pas? C'est pas la même chose. Être productif, c'est je suis présent et j'apporte des résultats. C'est pas simplement je suis présent, je suis actif, je travaille de 6h à 22h, mais les résultats ne sont pas là. Donc, alors, il y a un outil que j'utilise et que j'enseigne dans mes modules de productivité qu'on appelle la pyramide de productivité. Et cet outil-là, il y a 4 niveaux de productivité sur cette pyramide-là. Au bas de l'échelle, on a les activités à faible valeur, à valeur monétaire négative ou nulle. Vous voyez, il y a plein d'activités qu'on fait au bas de l'échelle. Le temps que je passe à regarder les réseaux sociaux dans ma vie personnelle ou professionnelle, c'est du temps qui soit ne me rapporte rien. Alors, je parle des réseaux sociaux non productifs, qui ne me rapportent rien ou bien qui me drainent de l'énergie. Quand je regarde partout, je vois tout ce qui se passe de négatif et tout. Quand j'en sors, je dis waouh. Parce que la politique, parce que les accidents, parce que toutes les controverses que j'ai mis dans les médias m'ont drainé l'énergie. Je sors de là étant diminué. Donc ça, c'est le bas de la pyramide. Le deuxième niveau, c'est les activités à faible valeur monétaire. On passe souvent le temps à faire plein de choses au travail ou à la maison
qui n'ont pas forcément beaucoup de valeur en termes monétaires. Et on se plaint qu'on n'a pas le temps de faire les choses qui sont vraiment à haute valeur monétaire. Le troisième niveau, c'est les activités à forte valeur ajoutée, à forte valeur monétaire. C'est-à-dire que tout à l'heure, c'était à faible valeur, n'est-ce pas? On passe maintenant à forte valeur ajoutée. Si je suis une entreprise, par exemple, ou je suis un entrepreneur, ce qui compte, c'est de vendre, n'est-ce pas? C'est de recouvrer, c'est tout ce que je fais pour conclure les ventes, pour encaisser les ventes. Ce qui a un impact direct sur le cash flow. Préparer le dossier administratif, passer les appels, faire des emails. Vous savez, parfois on arrive au bureau le matin, on passe 2 heures à répondre à tous les emails et on dit ouais, là je vais bien commencer. Mais là, c'est du travail purement administratif qui ne rapporte pas, qui ne fait pas sonner la machine à cash. Donc, malheureusement, j'aurais bien travaillé, mais je n'aurais pas été assez productif. Il faut que je m'organise à pouvoir laisser à d'autres personnes cette tâche-là, n'est-ce pas? Et si je ne tiens pas compte de cela, ça va être beaucoup plus compliqué pour moi de continuer d'avancer, de penser pouvoir avancer, mais alors malheureusement, ce n'est pas le cas. Et donc, le sommet, c'est des activités à forte valeur à long terme. Ce n'est pas seulement une forte valeur monétaire, mais c'est une forte valeur à long terme. Ça veut dire quoi? Sur quoi est-ce que j'ai investi et je travaille aujourd'hui, où je peux récolter des bénéfices pendant des semaines, des mois, des années à venir? Quand je prends le temps de me ressourcer personnellement, quand je prends le temps de me former, quand je prends le temps de construire des systèmes, quand je prends le temps de créer des produits, ce temps-là, c'est un véritable investissement qui va me rapporter sur la durée. Et pendant que je commence à faire la transition, c'est important de commencer à être beaucoup plus focus comme ça dans mon travail actuel en tant que cadre. Et je continue avec la même logique pendant que je suis en train de démarrer ma carrière entrepreneuriale. C'est vraiment, vraiment important. Cet outil m'a permis, moi, en l'utilisant en 3 mois, de doubler ma productivité. Et c'est l'outil essentiel que j'ai eu à utiliser pour faire cette transition-là. C'est-à-dire qu'il fallait faire les deux, puisqu'il fallait rester entièrement productif dans mon travail de DG de vente, mais en même temps préparer ma sortie. Comment il fallait le faire? Il fallait m'organiser à être présent au bureau, faire le travail du bureau, faire des petites tâches qui me permettent de faire de la réflexion sur où je vais aller, et en même temps en restant un bon père de famille, un bon mari, en étant présent au niveau de la vie privée. Donc, véritablement, je recommande justement de le faire. Et en restant dans cette même logique-là, dans cette même lancée, il y a la partie priorisation. Mais il y a un deuxième aspect que j'aimerais aussi qu'on évoque, n'est-ce pas? Ce sont les outils, les technologies qui sont devant nous. Et je voudrais qu'avec toi, on aborde le rôle de ces outils-là. Alors, on parle souvent d'un des grands outils, n'est-ce pas? Un excellent serviteur comme celui-là et un mauvais maître. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment est-ce que cet outil peut impacter justement la qualité de notre productivité et surtout nous arriver à prendre le contrôle pour nous libérer davantage de temps? D'abord, quelles sont les conséquences aujourd'hui que tu observes dans l'utilisation des appareils électroniques, dans la présence sur les réseaux sociaux, et comment est-ce qu'on peut prendre contrôle pour, n'est-ce pas, pour gagner davantage de productivité? Yes, effectivement. Aujourd'hui, le téléphone a une place centrale dans notre vie, et tellement centrale que moi, je trouve effectivement que si on ne met pas une certaine limite, ça devient une distraction. Voilà, je m'explique. De façon simple, avec tout ce qu'on a dans le téléphone, que ce soit les réseaux sociaux ou même les notifications, ce genre de choses, tant qu'on ne met pas vraiment de limites, ça nous dérange au quotidien et ça cause de l'improductivité. Voilà. Moi, typiquement, dans mon cas, je sais que pour mon téléphone, j'ai supprimé toutes les notifications. Je ne reçois aucune notification sur mon téléphone. Même les WhatsApp, tout ça, j'ai coupé. Parce que je ne veux pas être dérangé quand je travaille. Et je préfère décider de façon intentionnelle, passer le temps qu'il faut y passer avant voilà, pour y passer le temps qu'il faut y passer si nécessaire, voilà, justement. Donc, pour moi, le téléphone, c'est ça. Il faut pouvoir le dompter, le canaliser pour qu'il ne vienne pas gâcher notre productivité. Globalement, c'est ce que je peux dire. Et maintenant, aller un peu plus loin. Il y a des outils, des applications qui permettent justement aussi d'être beaucoup plus productif en les utilisant correctement. Voilà. Donc, moi, c'est ça mon expérience de vie par rapport au téléphone. Il y a des moments aussi où je le mets de côté, notamment les dimanches, par exemple. Pendant un certain temps, je ne peux pas le mettre de côté tout le temps, mais jusqu'à une certaine heure, je le mets de côté pour que ce temps, je puisse se passer avec la famille et avoir des moments de qualité. Donc, c'est ça, globalement, mon expérience avec le téléphone. Ouais. Merci, coach Fabrice, pour ton partage.
Alors, on le dit, hein, n'est-ce pas? On est souvent, on a un outil excellent, un excellent serviteur, mais un très mauvais maître. Alors, moi, je vais, ma petite expérience, depuis 2015, j'utilise en général deux téléphones portables, mais les deux, depuis 2015, sont sur vibreur permanent. Vous m'appelez, ça vous n'entendez pas sonner mon téléphone. Parce que c'est la première source de distraction et qui va me drainer forcément mon énergie. Alors, tout à l'heure, tu l'as dit aussi, Fabrice, tu l'as dit, Fabrice, les notifications, c'était important. Moi également, j'ai supprimé les notifications. C'est-à-dire que quand vous êtes concentré en train de travailler, les notifications vous sucent l'énergie. On a parlé tout à l'heure des réseaux sociaux. On passe beaucoup d'heures sur les réseaux sociaux qui sont des réseaux sociaux improductifs. Voilà. Si vous êtes un professionnel youtubeur ou voilà, un TikToker professionnel, on comprend que vous êtes là-bas pour produire. Mais la plupart du temps, quand on va consommer, nous passons de longues heures et malheureusement, les contenus qui sont sur les réseaux sociaux sont de nature plutôt à nous drainer de l'énergie. Parce que ce sera des conflits, ce sera des controverses, ce sera des catastrophes qui sont à gauche à droite. Voilà. Et c'est les réseaux sociaux où nous sommes présents. Nous avons récemment fait une étude justement en partageant les données. On a vu que les gens passent pratiquement en moyenne 82 heures par mois sur les réseaux sociaux. Imaginez quelqu'un qui va être productif au bureau et à la maison, et qu'on passe 82 heures, c'est 2 semaines pratiquement de 40 heures sur les réseaux sociaux par mois. Donc, vous voyez que c'est énorme le temps que les personnes moyennes passent. C'est une étude voilà, assez sérieuse de Statista. Ce n'est pas une étude qui sort de n'importe où. Donc, ça veut dire que nous consacrons beaucoup de temps, en même temps que nous manquons du temps en fait, pour être concentrés et présents. Et tout à l'heure, tu as mentionné un sujet important. La plupart du temps, nous sommes très partagés. Quand on est au travail, on est en train de penser à la maison. On n'est pas concentré pour travailler parce qu'on a des distractions qui viennent de part et d'autre. Je pense aussi qu'en étant davantage concentré, quand on est au travail, on est vraiment concentré, ça nous permettra d'être à la maison et être vraiment aussi concentré. Et être en réalité avec la famille, être avec les enfants. Exact. Pas être là, papa est là, mais il est au téléphone, tout le monde parle et il est là sans être vraiment avec les enfants. Être avec les enfants, c'est partager ces moments d'intimité, ces moments de joie, ces moments de présence effective, ce temps de qualité, comme on le dit. Mais pour le faire, il va falloir neutraliser les réseaux sociaux, neutraliser les téléphones et tout. C'est vraiment important de pouvoir prendre en compte cet aspect-là. Donc, merci pour ce partage. Alors, on va aborder un autre point, toujours en termes de stratégie pour aider les gens à prendre le contrôle. Tout à l'heure, j'ai parlé de tâches à faible valeur ajoutée. Mais il va falloir effectivement les déléguer, n'est-ce pas? Et c'est souvent là qu'on a le problème. Et beaucoup d'entrepreneurs que je vois me disent, oui, mais quand je délègue, personne n'arrive à bien faire. Et d'ailleurs, même beaucoup de cadres et dirigeants me disent la même chose. Quand je délègue, on n'arrive pas à bien le faire. Et c'est souvent un des points importants, n'est-ce pas? C'est un des points importants pour dire des tâches de faible valeur, on a vraiment envie de les déléguer, mais on a envie de les déléguer et faire partir également le stress qui accompagne cette tâche-là. Parce qu'on est sûr que la personne qui va prendre cette tâche va les faire de la meilleure des façons. Alors, je vais partager l'expérience de ce que nous avons. Moi, il y a une démarche qui a été mise au point par John Maxwell, Dr. John Maxwell que tout le monde connaît, qui est l'expert numéro 1 en leadership. Et moi, j'adore cette démarche. Peut-être que nos parents africains appliquaient cela de manière pratique. Je me rappelle chaque fois que mon père m'envoyait pour faire une commission, il me demandait chaque fois de répéter ce qu'il a dit. Et donc, chaque fois, il s'assurait que le message est passé. Et ça, d'une certaine façon, on a besoin d'amener quelqu'un à faire une tâche, mais en s'assurant que le message est véritablement passé. Alors, cette démarche-là de délégation que John Maxwell recommande, c'est une démarche en 5 étapes. Pour que je sois capable de déléguer une tâche, il faut que je sois totalement à l'aise moi-même de faire cette tâche-là. Donc, je commence par le premier point. Je fais ce que j'ai envie de déléguer, je fais. Deuxième niveau, je fais, tu es avec moi. C'est-à-dire que, voilà, si je vais par exemple apprendre à quelqu'un à faire un podcast, la première chose, c'est je dois être capable moi-même de pouvoir le faire tout seul. Et la deuxième chose, je dois être capable de faire et la personne est avec moi, donc la personne observe comment je fais, voilà, de tout en bout. Le troisième point, la troisième étape, c'est que la personne fait et moi, je suis avec elle. Donc, on change de siège conducteur. C'est comme si on était dans un véhicule, n'est-ce pas? Je vais apprendre un enfant à conduire. J'apprends à conduire, je maîtrise la conduite. Demain, je suis au volant, je conduis et il s'assoit à côté, il regarde, il observe mes faits et gestes. Et après, je lui dis, écoute, fiston, viens prendre le siège. Il prend le siège conducteur. Je suis à côté, je le vois conduire, je corrige. Voilà, les petites attitudes. Je dis, attention ici, c'est très bien, félicitations, bravo. On peut améliorer un peu ça, on peut améliorer ceci. Donc, voilà, on a la troisième étape. Quatrième étape, quand je sens qu'il est déjà vraiment mature, je le laisse aller tout seul. Il le fait, il peut prendre la voiture, il peut aller en balade, n'est-ce pas? On est à la quatrième étape.
Et la cinquième étape, c'est qu'il le fait et quelqu'un d'autre est avec lui. Ça veut dire qu'on a commencé à passer la main. Sinon, demain, les tâches vont augmenter. Ça va revenir me retrouver parce que je n'aurais pas appris à ce leader-là à passer la main sur les autres tâches. Parce que lui aussi, peut-être demain, il aura des tâches qui deviendront de moins de valeur pour lui. Il va falloir qu'il soit entraîné à passer cette tâche-là à d'autres personnes. Donc voilà, ces éléments-là, on va aborder 3 sujets importants. Premièrement, apprendre à prioriser pour se concentrer sur les tâches vraiment importantes, même si parfois elles ne sont pas urgentes. Deuxièmement, apprendre à prendre le contrôle sur les outils technologiques et les réseaux sociaux. Et troisièmement, apprendre l'art de la délégation. Voilà, souvent une démarche qui peut être une démarche qui est un peu efficace, comme celle de John Maxwell. Donc voilà, je ne sais pas, Fabrice, quelle est ton appréciation et si tu as un autre point par rapport à cela. C'est des éléments importants qu'on peut aborder pour donner des réponses, n'est-ce pas? Pas simplement constater, mais également donner des réponses à nos auditeurs sur des choses pratiques et actionnables qu'ils peuvent commencer à appliquer dès aujourd'hui. Est-ce que tu as un complément, une question, un complément d'information Tout à fait. Non, mais je pense que non, c'est parfait, effectivement. Bon, personnellement, je ne connaissais pas la démarche de délégation de John Maxwell, donc j'apprends aussi en même temps que les auditeurs, donc c'est une bonne chose. Voilà, donc pour moi, c'est bon, on peut avancer là-dessus. Ouais. D'accord. Merci. Alors, on va aborder le troisième et la troisième grande articulation de ce programme d'aujourd'hui. Et ça porte sur la gestion de l'énergie, en fait, pour l'efficience. Pourquoi? Parce que chaque jour qu'on se lève, on a un certain niveau d'énergie. Et comment est-ce qu'on arrive à canaliser cette énergie-là pour obtenir le meilleur en termes de résultats? Parce que la productivité, c'est ça. Ce n'est pas simplement une gestion du temps, mais c'est en fait les résultats. C'est comment est-ce que j'utilise mon énergie pour produire le maximum de résultats. Voilà. Alors, Fabrice, est-ce que tu as quelle ton expérience? Comment est-ce que tu arrives à détecter, par exemple, des moments où tu es en meilleure productivité? Est-ce que tu arrives à structurer le travail en tenant compte de ces moments-là? Comment ça se passe concrètement pour toi pour canaliser ton énergie vers des zones où tu as un travail le plus important? Comment est-ce que ça se fait concrètement pour toi? Très bien. Pour moi, effectivement, à ce niveau, j'ai appris à me connaître. Ça, c'était déjà la base. J'ai appris à me connaître pour essayer de comprendre comment je fonctionne. Voilà. Donc j'ai compris de par l'observation avec le temps que j'étais beaucoup plus productif, soit dans des moments de calme. C'est-à-dire que soit c'est tôt le matin où il n'y a pas de bruit. Et là, je travaille beaucoup à ce moment-là. Ou alors, je suis plus productif aussi après une petite sieste. Voilà. Donc, j'essaie de canaliser mon énergie en fonction de ces deux moments qui sont des moments de momentum. Donc, en gros, souvent, par exemple, en fin de journée, je sais que j'ai du boulot le soir. Au lieu de rentrer et de commencer à bosser en même temps, je rentre et je me repose ne serait-ce que 30 minutes pour recharger un tout petit peu et repartir. Donc, c'est ça. Donc, j'ai vraiment appris à me connaître et à structurer la façon dont je travaille en fonction de ces moments que j'appelle des momentum. Voilà, globalement, c'est ça. Ouais, super. Je pense que c'est très important. Là, tu l'as dit, tu as très bien commencé en disant « j'ai appris à me connaître ». Et souvent, on a envie de prendre nos conseils et donner à tout le monde. Tout le monde n'est pas programmé de la même façon exactement. Tu as fait si bien de le dire. Moi également, je suis hyper productif le matin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme je suis hyper productif le matin, donc les tâches les plus difficiles, les tâches qui demandent le maximum de concentration, je les place justement au petit matin. D'ailleurs, je commence souvent ma journée à 4h45 quand tout le monde est encore endormi parce que je peux prendre l'avance sur les autres. Je peux faire du travail de réflexion, de planification, de rédaction, de conception. Quand tout est calme, jusqu'à ce que ce soit l'heure où les enfants se réveillent pour se préparer pour l'école, j'ai eu le temps d'abattre déjà un travail important. Et surtout un travail qui demande une grande concentration. Donc, mes tâches les plus productives, je ne les mettrai pas en fin de journée. Je les mettrai à ce moment-là pour démarrer ma journée. Et c'est important. Deuxième point que tu as mentionné, tu as dit que tu es assez productif après les pauses. Et ça, c'est important. La plupart d'entre nous, on n'arrive pas à bien situer les pauses. C'est-à-dire qu'on peut peut-être travailler, n'est-ce pas? Mais il va falloir travailler en restant suffisamment productif, n'est-ce pas? On doit être capable de travailler en disant, voici le moment où je sens que mon pic d'énergie baisse. Il va falloir marquer une pause. Et généralement, après 90 minutes, à maximum 2 heures, il faut absolument marquer une pause. Voilà. Et c'est très, très important de savoir à quel moment est-ce qu'on marque une pause et à quel moment est-ce qu'on peut travailler à fond. Si on ne connaît pas reconnaître ces moments-là, travailler à fond et savoir, il y en a qui sont des personnes qui sont plus productives la nuit.
Alors, organisez-vous pour dormir en journée, pour travailler davantage la nuit. Placez vos tâches les plus productives la nuit. Moi, c'est le matin. Donc, je dors beaucoup plus tôt parce que je dois me lever beaucoup plus tôt également et être capable d'être productif. Alors, il y a un élément fondamental que tout à l'heure tu as mentionné aussi quand tu rentres à la maison le soir, tu prends 30 minutes pour pouvoir te reposer avant de commencer à travailler. Moi, j'ai un rituel de fin de journée également que je commence à appliquer et d'ailleurs, j'en vois les bénéfices. Le danger, c'est quoi quand on rentre d'une journée de travail épuisante? On arrive à la maison totalement fatigué, avec l'épouse. Elle attend qu'on se retrouve, qu'on se connecte, qu'on parle un peu de la journée. Les enfants attendent papa, tout ça. Mais le père de famille est totalement à plat. Et imaginez comment ça va se passer. L'enfant veut parler, il sent de la frustration parce que papa n'est pas prêt à écouter, madame veut parler, papa n'est pas prêt à écouter, ou vice-versa. Vous voyez, malheureusement, ce n'est pas bon. Pourtant, j'ai fait l'expérience. Rentrer à la maison à 19h ou à 19h30, il n'y a pas une grande différence. Par contre, rentrer à la maison à 17h ou à 22h, là, on voit qu'il y a une différence importante. Ça veut dire quoi? Je me suis dit, et si nous choisissions de rester 30 minutes plus tard au bureau, est-ce que ça ferait vraiment la différence avec ceux de la maison? Pas vraiment. Alors, est-ce qu'on peut créer une espèce de zone tampon, une tranche horaire de 30 minutes par exemple, ou après avoir fini au bureau, on prend 30 minutes pour décompresser et se libérer de tout ce qui est du bureau, essayer de se recharger même un tout petit peu physiquement et émotionnellement, de manière à ce que quand on arrive à la maison, on est prêt pour ceux de la maison. Moi, je pense que je commence à appliquer ça, je me rends compte que c'est très, très, très important. Parce que parfois, quand je rentrais et puis, j'arrivais même pas à tenir 5 minutes de conversation parce que j'étais totalement épuisé. J'ai attendu d'être sur les genoux pour rentrer. C'était compliqué. On pète sur les genoux. Mais au lieu de rentrer à 19h, il vaut mieux rentrer à 19h30, un tout petit peu mieux rechargé parce que là, on a la présence avec les membres de la famille. Je pense que c'est quelque chose d'important qu'on pourrait très bien tester. Voilà, tester, vous voyez comment ça se passe avec vous et peut-être que vous nous en direz en commentaire comment les choses se passent. Alors, je pense qu'on a fait le tour, Fabrice, c'était excellent. Voilà, c'était excellent. Et on va essayer de récapituler globalement. Comme on l'a dit, on a vu ensemble que c'est important. Les conséquences dans la vie des personnes, que ce soit la vie de couple, ou la vie, ou notre santé, ou la vie de famille, ou les relations communautaires sont impactées quand on ne prend pas le temps d'organiser cet équilibre-là. On a également vu qu'il faut apprendre à prendre le contrôle, n'est-ce pas? Une fois qu'on est conscient des dangers, il faut apprendre à prendre le contrôle, il faut apprendre à prioriser, il faut apprendre à devenir le maître en prenant le contrôle des outils technologiques, des réseaux sociaux. On a vu qu'il faut apprendre également à déléguer et qu'il faut le faire de la meilleure des façons. On a vu que maintenant qu'on a pu le faire, il faut apprendre aussi à gérer son flot d'énergie. Savoir à quel moment on est le plus productif, comment est-ce qu'on peut se recharger pour pouvoir être le plus productif, comment est-ce qu'on peut même profiter aussi du temps du week-end pour marquer une pause un peu plus longue et se renouveler pour revenir plus fort la semaine d'après. Et on a suggéré de tester un petit rituel de fin de journée pour décompresser et laisser passer un peu la pression et les ondes très chargées du bureau en arrivant plus sainement à la maison. Donc voilà un peu les points importants qu'on pourrait vous rappeler pour aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a un mot de plus que Fabrice, tu aimerais ajouter avant qu'on clôture cet épisode. Oui, déjà on a vu beaucoup de choses. Effectivement, c'est ultra riche cet épisode-là. Pour toujours dans la gestion d'énergie, je vais peut-être ajouter aussi un point, c'est tout ce qui concerne l'alimentation et le sport. Je pense qu'on n'en a pas parlé, mais c'est important quand même de bien s'alimenter et d'avoir un minimum d'activité sportive. Voilà, pour que le corps aussi puisse tenir la cadence. Voilà, donc c'est ce que je voulais ajouter en plus, en espérant que ce soit vraiment véritablement utile pour nos auditeurs. Ouais. Très bien, très bien. Il faut également veiller à son alimentation. Alimentation, sommeil, programmation du travail, les séquences de travail. Voilà ce qu'on peut retenir comme grande astuce. Alors, je voulais vous remercier d'avoir pris le temps de nous regarder et on a eu beaucoup d'aspects importants pendant cet épisode. On aimerait que vous en tirez profit. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Voilà. Avant de partir, j'aimerais aussi remercier Fabrice pour son don de soi. Il a partagé sans réserve. Voilà, il a partagé sans réserve. Je voulais rappeler à tous ceux qui sont là que le podcast ne vient que de commencer. C'est juste le 3e épisode. Nous vous invitons à vous abonner, à partager, à liker et à nous dire en commentaire ce que vous en pensez et surtout s'il y a des sujets de préoccupation que vous aimeriez voir abordés dans les prochains épisodes. Avant de partir, je voulais annoncer le thème de l'épisode 4 et ça va revenir à quelqu'un qui va nous tirer dans le chemin, sur le chemin, n'est-ce pas? On va revenir plus en détail sur un sujet qu'on avait évoqué comme ça en passant lors du premier épisode.
Alors, ce sera trouver un mentor. Comment trouver et tirer parti des conseils des mentors dans votre parcours entrepreneurial, et particulièrement dans votre transition entrepreneuriale. Ce sujet passionnant que vous ne voulez pas manquer vous amènera à être présent avec nous la semaine prochaine. Excellente semaine et on se revoit dans 7 jours, n'est-ce pas? Bye bye. Coach Fabrice, bonne journée et Bye bye. voilà, revenons inspirer la semaine prochaine. Bonne journée à tous. Dans leur parcours.